Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce jeudi 13 janvier 2011, on parle de nouveaux radars automatiques à Nîmes, de l'affaire Bissonnet du côté de l'Hérault et nous parlerons sport avec la victoire des handballeuses du HBCN. Mais on parle tout de suite d'un accident survenu en fin d'après-midi rue de la République. Un piéton a été renversé par un bus. Il a été transporté au CHU Carremo de Nîmes dans un état préoccupant. On y reviendra dans notre édition de demain. On commence avec une page sportive et le handball. La victoire des Nîmoises hier contre Fleury-les-Aubrais. La nouvelle recrue, la Slovène Nina Jeriček, a ouvert le score et grâce à elle, victoire donc du HBCN hier 33-28. Le HBCN se classe en tête du championnat grâce à cette victoire résumée en images avec Olivier Michel. Baptême du feu pour la Slovène Nina Jeriček. La nouvelle recrue du HBCN est hier rentrée pour la première fois sur le parquet du Parnasse et a ouvert le score face à l'équipe de Fleury-les-Aubrais, 7e du championnat de Ligue 1. Le HBCN classé lui 3e avant ce match en retard partait favori et pourtant les filles de Manuela Elie ont eu du mal à se sortir des griffes des Panthères du Loiret. Aidés dans leur tâche par les arrêts de Gervais Pierson et les intrusions dans des trous de souris de Jeriček, les Nîmoises atteignent la mi-temps avec 3 petits points d'avance. De retour des vestiaires, furieuse d'avoir raté un pénalty, c'est Camille Aiglon qui s'énerve et signe un +3. C'est toujours ralent. Plus le match dernier, j'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans. J'ai loupé beaucoup de shoots. Là, j'avais à cœur de me rattraper sur ce match-là. Lenka Kisukanova s'illustre aussi et Nina Jeriček enfonce le clou en prenant de vitesse la défense adverse. Le tableau de score affiche alors un +7, 25-18 à la 12e minute. L'écart se réduira vite à 3 points sans que les Aubraises ne renversent la tendance, notamment grâce à la prestation de Cathy Bralot. Score final 33-28. Soulagé parce que c'était pas facile du tout à intégrer tout de suite dans quelques jours notre nouvelle joueuse, Samorine Marshall, celle qui a été avec nous à Toulon, c'était compliqué. Quant à la nouvelle venue, elle était comme qui dirait complètement épanouie. I feel great. Je me sens super bien, je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce match, tant de mon jeu que de l'équipe, et tout s'est déroulé à merveille. The whole team and I think it was really great. Le HBCN pointe désormais à la première place du classement. Prochaine rencontre le mardi 25 janvier contre Metz, second du championnat. Et sport toujours mes côtés, justice avec un an d'interdiction de stade pour les supporters qui avaient fait éruption sur le terrain nîmois à l'issue du match Nîmes Olympique Istres, un match qui s'est joué en décembre. Échappant à la vigilance des stadiers, les 3 hommes avaient frappé le gardien de but adverse. Le vice-procureur avait requis 3 ans d'interdiction de stade et des peines de 6 mois pour 2 des supporters et 8 mois pour le 3e, déjà connu de la justice. Ils ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis et 1 an d'interdiction de stade. Sécurité routière maintenant, 5 nouveaux radars automatiques de franchissement de feux rouges seront installés à Nîmes d'ici à juin 2011. Réduire le nombre d'accidents sur les routes, tel est l'objectif de la mise en place de ces radars automatiques sur des carrefours dangereux et zones accidentogènes. Ce moyen de lutte contre la violence routière permettrait, selon la préfecture, de réduire le nombre des tués sur les routes. Olivier Michel. En 2010, 75 personnes ont trouvé la mort sur les routes gardoises. C'est 15 de moins qu'en 2009, mais toujours 75 de trop. Afin de lutter contre l'insécurité routière, la préfecture a décidé en 2011 de multiplier les radars, parmi lesquels ceux de feu rouge. On voit avec le recul de l'année écoulée, l'année 2010, que ces radars sont très efficaces puisque plus de 20 000 déclenchements avaient été enregistrés au mois d'octobre avec 8 radars. C'est dire que cette règle de base n'est pas encore pleinement assimilée par les conducteurs dans le département. Le but de ces radars, c'est de les aider à intégrer ce comportement. Sur les 8 radars que compte le département, 5 vont être rajoutés et tous à Nîmes. 2 routes de Sauve, 1 au Mas de Mingue, 1 au chemin bas d'Avignon et le dernier au Duzès. Il y a à la fois la prise en compte de lieux particulièrement accidentogènes, donc où des accidents récurrents se produisent à cause de fautes de comportement. Par exemple, plusieurs radars de feu rouge vont être mis en place sur la route de Sauve, qui est une route très empruntée. Ça peut être aussi sur des lieux où la visibilité est mauvaise et où donc l'impératif absolu qui est respecter le feu rouge est encore plus important qu'ailleurs.
Et puis de façon plus générale, l'objectif du maillage du réseau de radars, c'est que les conducteurs soient contrôlés au moins une fois par heure sur le réseau structurant, à la fois avec les radars feux rouges et les radars de vitesse. Des radars de vitesse dont le nombre va également augmenter et passer de 17 à 29, ce qui portera à 42 le nombre de radars sur le département, mise en service prévue à la fin juin 2011. Justice maintenant, retour sur l'affaire Bissonnet qui s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de l'Hérault, 3 mois après l'interruption rocambolesque du procès des 3 protagonistes, parmi Jean-Michel Bissonnet, soupçonné d'avoir commandité le meurtre de sa femme. 4e jour de ce procès aujourd'hui, après Méziane Belkacem. Hier, c'est au tour du vicomte d'Harcourt d'être entendu. Maxence Carabel. Que s'est-il passé dans le garage des Bissonnet le 11 mars 2008 ? Méziane Belkacem et Amaury d'Harcourt, en tout cas, affirment que Jean-Michel Bissonnet les a réunis quelques heures avant le meurtre. Jean-Michel Bissonnet aurait sorti un fusil. Amaury d'Harcourt, ce matin, concède qu'il a montré au laveur de carreaux où il fallait tirer pour que le coup soit fatal. Question du président. En désignant le cœur, vous admettez davantage de responsabilités ? Bien sûr, répond le vicomte. C'était une véritable épreuve, je crois qu'il a, et on peut le lui reconnaître, reconnu davantage que ce qui avait été le cas jusqu'à maintenant. Le président l'a d'ailleurs averti des conséquences de ce qu'il avait dit, et il l'a admis. Je crois qu'il s'est inscrit dans la sincérité. Le vicomte, un peu comme Méziane Belkacem hier, avoue le pire, avoue l'inavouable. C'est-à-dire sa participation en parfaite connaissance de cause, l'après-midi, de ce qu'il allait être procédé dans la soirée. Alors pourquoi Amaury d'Harcourt n'a pas dissuadé Jean-Michel Bissonnet de tuer sa femme ? Je ne sais pas, je me pose tous les jours la question, lâche-t-il. Pour les partisans de Jean-Michel Bissonnet, le vicomte ne dit pas tout. Pour essayer de faire en sorte que la thèse du commanditaire Jean-Michel Bissonnet puisse aboutir, il faut que Belkacem et d'Harcourt soient au diapason. Mais malheureusement pour eux, ils ont beaucoup parlé l'un et l'autre en amont. Et que ce soit M. Belkacem ou M. d'Harcourt, il y a entre des mensonges, leur scénario n'est pas parfait. Pendant 3 jours, les gendarmes Méziane Belkacem et Amaury d'Harcourt ont donné à peu près la même version des faits. Jean-Michel Bissonnet, demain devant la cour, devra livrer un autre scénario. Affaire à suivre donc encore demain. Lycée Avenir, depuis 22 ans, l'association composée de parents d'élèves, de directeurs des centres de formation et d'orientation et de proviseurs de lycée de Nîmes organise un salon destiné à informer les lycéens des classes de terminale et de première sur les poursuites de leurs études après le baccalauréat et sur les possibilités d'insertion professionnelle. 170 exposants, 7 secteurs d'activité professionnelle et des organismes de formation de croix proposer un choix varié aux 7000 élèves des établissements publics et privés de Nîmes. Le thème de l'édition 2011, les industries dans le vent, offre un focus particulier sur les secteurs porteurs d'emploi. On rencontre tout de suite quelques-uns des intervenants au micro d'Alain Bellon. La question qu'ils posent, c'est quels sont les débouchés ? Et donc on leur explique un petit peu justement quels sont les débouchés et quelles sont les possibilités, savoir s'ils veulent faire des études très longues, des études plus courtes, quelles sont les différentes possibilités pour intégrer ensuite des écoles d'ingénieurs par exemple. Pour ce qui est évidemment de l'orientation de ces étudiants, il se pose une autre question, c'est celle de la dureté de la sélection. Ce sont des filières, nous en ce qui nous concerne pour les arts appliqués, ce sont des filières relativement sélectives et les candidats à l'admission à ces filières sont de plus en plus nombreux. Et donc, légitimement, ils s'inquiètent quant à la possibilité d'y rentrer, c'est sûr. En nous donnant certaines informations, on a pu se concentrer vraiment sur certaines filières. Et après, on va poser des questions et nous demander si c'est envisageable avec les études qu'on va faire à venir, quoi. Je sais un peu ce que je veux faire, mais il y a plusieurs voies pour y arriver. Donc, il fallait que je m'y intéresse et que je voie les possibilités. On nous a donné des papiers avec les filières possibles écrites. On est parti poser des questions aux gens concernés. Ayant été lycéen, moi aussi, j'ai fait ces salons et on a pu me répondre aux questions que maintenant ils me posent. Et c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé pour mon orientation, pour prendre la bonne voie, la voie adéquate pour ma formation et ce que je voulais faire de ma vie, tout simplement. Voilà, rendez-vous avec un prochain rendez-vous justement pour ces lycéens.
Ce sera dans les semaines à venir. Et on va parler maintenant de la 10e édition du Festival de la biographie, un rendez-vous littéraire incontournable, le week-end du 28, 29 et 30 janvier. Un rendez-vous donc incontournable du paysage nîmois. 100 auteurs sont attendus, du colloque au café littéraire en passant par les expositions. Plus d'une centaine d'auteurs seront présents, sans oublier les stands des libraires nîmois. Et nous écoutons le programme avec Franck Chassagnon de cette nouvelle édition. De nouveaux auteurs sont attendus et d'anciens qui sont déjà venus comme Michel Drucker. Programme. Il faut que tout le monde trouve son bonheur et son plaisir dans l'ensemble des livres qui soient présents. Donc on a vraiment toutes sortes de biographies très très élitistes ou très d'un niveau littéraire très élevé ou plus grand public, que ce soit des biographies de people ou des biographies historiques ou des biographies littéraires. On a Musset, mais on a aussi des choses sur Johnny, sur Bachung, voilà. Donc on a vraiment de tout. Et de toute façon, même les biographies sur Bachung sont de très haute qualité. L'essentiel, c'est que tout le monde trouve son plaisir. Et puis, on a des choses pour les enfants aussi. Donc, en fait, il faut trouver son plaisir de 3 à l'infini, quoi, de 3 ans à l'infini. Et le fait que ce soit très varié, qu'il y ait une programmation, cette année, je trouve très équilibrée, entre des choses un peu plus grand public et puis des choses un peu plus pointues, permet, je crois, justement, d'avoir un accès un peu plus facile, peut-être, au livre. Et la biographie, pour ça, est assez extraordinaire, parce qu'elle balaie un panel de sujets, d'auteurs, de propositions, de personnages très divers, qui font que, je pense, l'ensemble du public peut y trouver son compte. Voilà, Festival de la biographie, le week-end du 28, 29 et 30 janvier prochain. Nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler dans certaines de nos émissions sur Télémiroir, évidemment. Flamenco maintenant, édition 2011, c'est parti. Après le jeune public qui a assisté au premier spectacle hier, Majaretas, ce demain soir, c'est Andrés Marín, le Sévillan, qui présente sa dernière création, La Pasión según se mire, qui fera vibrer le public. À ses côtés, 3 complices, José de la Tomasa, Lole Montoya au chant et la danseuse Concha Vargas. Retour donc sur cette programmation et sur cette venue très attendue avec Nicolas Pinchenou. Après le spectacle d'ouverture mercredi au Théâtre de Nîmes, le festival flamenco entre dans le vif du sujet. Ce vendredi, c'est à guichet fermé que le danseur Andrés Marín présente son dernier spectacle, La Pasión según se mire. Le spectacle d'Andrés Marín parle de la passion, avec, on va dire, c'est un peu par facette, par sketch, par vignette, si on peut dire, par point de vue. Et ça va de la danse, il y a un duo de danse, il est aussi orienté beaucoup vers le chant et vers la symbolique andalouse, c'est-à-dire qui va de la Vierge, qui va de la procession, qui va de l'humour, qui va de la femme, qui va de l'amour. Et il en a fait un spectacle qui est très 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 convaincant. L'artiste sévillan revient à Nîmes pour la 3e fois. Une opportunité pour les spectateurs assidus de voir évoluer la technique d'un danseur qui, à 42 ans, compte parmi les plus grands danseurs flamenco de tous les temps. Andrés Marín, on a un suivi, on a un travail... Enfin, c'est peut-être le plus créatif. Voilà. Il y a aussi Israël Galvan. Mais Israël Galvan, quand il crée un spectacle, il tourne 3-4 ans avec. Donc on ne peut pas le faire à chaque fois le même spectacle. Hein. Quoique. Voilà. Donc Andrés est un peu plus dans une séance de créativité, puisqu'il a proposé 4 spectacles en 4 ans, et que nous en avons eu 3. Andrés, sa plus grande qualité, et c'est peut-être la plus grande qualité que peut avoir un danseur et même un guitariste, c'est de connaître et d'aimer le chant. Car le flamenco, c'est le chant. Avis aux amateurs, donc le festival flamenco, c'est jusqu'au 21 janvier 2011. La Pasión según se mire, demain vendredi au Théâtre de Nîmes à 20h, donc à découvrir ce nouveau spectacle. Et votre soirée sur Télémiroir en compagnie de Patrick Mallet, une course camarguaise, sortie plein sud en rediffusion à 20h30, la rediffusion de ce journal et retour de l'info demain à 12h30 en compagnie de Franck Chassagnon. Bonne soirée à tous sur Télémiroir et à demain.